De comment ça marche? Les armes, la révolution Glock. La carcasse en polymère repose sur la table d'inspection comme un défi lancé à 70 ans de tradition armurière. Sa surface présente la texture subtile du moulage par injection, exempte des marques d'usinage, qui caractérisent chaque pistolet de service dans l'inventaire actuel du ministère autrichien de la Défense. Pesant à peine 220 grammes contre près d'1 kilo pour les carcasses en acier des modèles concurrents, elle semble presque être un jouet aux yeux des responsables de l'approvisionnement qui l'examinent dans l'installation de Deutsche Wagram en ce matin d'automne 1982. Le colonel Weber soupèse le prototype, son expression trahissant un scepticisme proche du dédain. Les carcasses de pistolets traditionnels exigent forgeage, usinage et traitement thermique, des processus qui définissent la fabrication d'équipements de qualité depuis la révolution industrielle. L'objet qu'il tient entre ses mains provient du même type de presse à injecter que celle utilisée pour fabriquer des tableaux de bord automobiles ou des boîtiers d'appareils électroménagers. Aucun outil d'armurier n'a touché sa structure. Aucun ajustement manuel n'a peaufiné ses tolérances. Pourtant, les spécifications techniques bousculent toutes les certitudes sur l'ingénierie des matériaux dans la conception d'équipements. Le polymère, un nylon chargé de verre désigné sous le nom de polymère 2, supporte des températures allant de -40 à 93 degrés Celsius sans déformation dimensionnelle. Des inserts de renfort en acier positionnés au point de tension critique créent des liaisons mécaniques plus solides que les joints soudés traditionnels. Le pontet s'intègre parfaitement à la structure de la carcasse, éliminant un point de faiblesse qui a affecté les équipements de points militaires pendant des décennies. Gaston Glock observe l'inspection depuis l'autre bout de la pièce, son expertise en chimie avancée des polymères lui offrant une perspective qui manque aux fabricants traditionnels. Là où il voit du plastique, il reconnaît un matériau qui absorbe l'énergie de l'impact plutôt que de la transmettre à travers la structure de l'objet. Là où il perçoit de la basse qualité, il comprend une précision de fabrication atteignable uniquement par des processus automatisés. La contradiction est plus profonde que les matériaux. Elle remet en question la relation fondamentale entre l'artisanat et la performance qui définit cette industrie depuis ses débuts. Les exigences du cahier des charges de l'armée autrichienne semblent presque contradictoires. Fiabilité accrue, poids réduit, coût de fabrication moindre et durabilité renforcée dans des conditions extrêmes. Les approches classiques, un meilleur acier, des tolérances plus serrées, des mécanismes plus complexes, répondent à certains besoins tout en compromettant d'autres. La solution de Glock demande si la sagesse conventionnelle sur la construction des pistolets sert une nécessité d'ingénierie ou simplement une tradition industrielle. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Gaston Glock n'a jamais eu l'intention de révolutionner la conception des équipements de protection. Son entreprise était spécialisée dans le matériel militaire, couteaux de terrain, outils de retranchement et corps de grenade. Des produits qui exploitaient son expertise dans les matériaux avancés et les processus de fabrication. Lorsque le ministère autrichien de la Défense a publié ses spécifications pour un nouveau pistolet en 1980, les fabricants établis comme Steyr-Mannlicher ont considéré ce contrat comme une procédure de routine, convaincus que leur décennie d'expérience leur offrait un avantage insurmontable sur un ingénieur n'ayant jamais conçu une telle pièce. Cette inexpérience s'est avérée être le plus grand atout de Glock. Les fabricants traditionnels ont abordé le cahier des charges en perfectionnant des modèles existants, améliorant la métallurgie, ajustant la tension des ressorts, modifiant les systèmes d'extraction. Leur solution portait le poids accumulé de compromis historiques, des décisions de conception prises pour des limitations de fabrication qui n'avaient plus cours. Glock a abordé le défi avec la méthodologie systématique d'un ingénieur en matériaux, interrogeant la nécessité de chaque composant
et examinant chaque processus de production pour un potentiel d'optimisation. Son passé en chimie des polymères a révélé des opportunités invisibles pour la pensée conventionnelle. Les thermoplastiques avancés pouvaient remplacer l'acier pour les applications non critiques tout en offrant des caractéristiques de performance supérieures. Le moulage par injection permettait d'atteindre des tolérances dimensionnelles que l'usinage manuel peinait à égaler économiquement. La production automatisée éliminait l'erreur humaine tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre de façon spectaculaire. Mais ces idées exigeaient d'abandonner les préférences esthétiques qui guidaient la conception depuis des générations. L'urgence de l'armée autrichienne découlait des exigences de standardisation de l'OTAN et de contraintes budgétaires qui rendaient les améliorations progressives insuffisantes. Ils avaient besoin de réduction de coûts drastiques sans compromis sur les performances, exactement le type de défi qui favorisait l'ingénierie innovante des matériaux face à l'artisanat traditionnel. Les responsables des achats reconnaissaient en privé que la pression politique nationale exigeait une solution autrichienne, créant des opportunités pour les entreprises prêtes à défier les leaders établis du secteur. L'équipe de Glock comprenait des métallurgistes, des spécialistes des polymères et des ingénieurs de production issus des industries automobiles et aérospatiales plutôt que de l'armurerie classique. Leur perspective privilégiait l'efficacité de fabrication et l'optimisation des matériaux par rapport à la précision ajustée à la main qui caractérisait les équipements haut de gamme. Cette approche industrielle horrifiait les puristes, mais s'alignait parfaitement avec les priorités militaires, fiabilité, accessibilité financière et qualité constante sur des séries de production à gros volume. Les premiers prototypes sont sortis de l'usine de Glock au début de 1982, intégrant des principes de conception qui semblaient presque hérétiques aux yeux des fabricants traditionnels. Des mécanismes internes simplifiés réduisaient considérablement le nombre de pièces. La construction en polymère éliminait les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance au choc supérieur. Les processus de fabrication priorisaient la constance dimensionnelle sur l'esthétique des finitions de surface. Chaque décision remettait en cause la conception traditionnelle de ce qui constituait la qualité en ingénierie. Le Glock fonctionne sur un système de court-recul Browning modifié, mais ces éléments révolutionnaires s'étendent bien au-delà de l'action mécanique pour toucher à l'ingénierie fondamentale des matériaux. Lorsqu'on presse la détente, 3 mécanismes de sécurité indépendants doivent se désengager selon une séquence précise. La sécurité du percuteur se libère, la sécurité de la détente s'enfonce et la sécurité de chute se désactive. Ce n'est qu'alors que le percuteur se déplace vers l'avant sous la tension du ressort pour initier la cartouche, une trinité de protection qui fonctionne par logique mécanique plutôt que par complexité électronique. Image du système de sécurité Safe Action de Glock. La pression des gaz provenant de la propulsion pousse le projectile dans le canon à rayures hexagonales tout en propulsant simultanément la glissière vers l'arrière contre la compression du ressort de rappel. Le canon s'abaisse via un dispositif à cam, se déverrouillant de la glissière, laquelle continue sa course arrière pour extraire et éjecter l'étui usagé. Le ressort de rappel compressé renvoie ensuite la glissière vers l'avant, prélevant une nouvelle cartouche dans le chargeur et remettant le canon en position de tir. Ce cycle se répète avec une précision mécanique, limitée seulement par la réserve de munitions et l'usure des composants. La véritable innovation réside dans la philosophie de construction de la carcasse. Les cadres traditionnels fonctionnent comme des plateformes rigides, transmettant l'énergie du recul directement à la main de l'utilisateur. La carcasse en polymère de Glock absorbe l'énergie de l'impact par une flexion contrôlée, réduisant le recul ressenti tout en préservant l'intégrité structurelle. Le nylon chargé de verre offre des caractéristiques de résistance spécifiques impossibles à obtenir avec l'acier. Une grande résistance au choc combinée à une stabilité dimensionnelle sur des plages de températures extrêmes. L'intégration de la fabrication révèle la sophistication profonde de la conception.
Des inserts de renfort en acier sont positionnés précisément dans les moules d'injection, permettant aux polymères de couler autour d'eux durant le processus de moulage. Cela crée des liaisons mécaniques au niveau moléculaire, plus solides que des soudures et éliminant les besoins d'assemblage traditionnels. La texture de surface pour l'adhérence est moulée directement dans la carcasse et non usinée après coup. Le pontet devient un élément structurel intégral plutôt qu'une pièce séparée nécessitant un ajustement. Les évaluateurs militaires autrichiens se sont d'abord demandé si une construction en polymère pouvait supporter des conditions de service qui détruisent habituellement les modèles à carcasse en acier. Leur scepticisme reflétait des décennies d'expérience avec la fatigue du métal, les fissures de contrainte et les changements dimensionnels sous des charges répétées. Mais les tests de vieillissement accéléré ont révélé des résultats inattendus. Les carcasses en polymère sont ressorties intactes de conditions qui fendèrent les cadres en acier traditionnel, leurs dimensions restant inchangées et leurs propriétés mécaniques préservées. La résistance ne venait pas de défauts de performance, mais de l'inertie institutionnelle. L'approvisionnement militaire associait traditionnellement la qualité d'un objet à son poids, sa complexité et l'usage de matériaux coûteux. Le Glock a défié ces préceptes par une simplification agressive. 34 composants au total, contre 70 ou plus pour les modèles conventionnels, démontables sans outils et fabriqués par des procédés qui éliminaient totalement le besoin d'ajustement manuel. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable, ou s'agissait-il d'un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Le centre de test de Deutsche Wagram résonne des percussions méthodiques des essais de durabilité, alors que les techniciens soumettent les prototypes Glock à des protocoles de vieillissement accélérés qui détruiraient n'importe quel équipement classique. Des chambres de cycle thermique alternent entre un froid polaire et une chaleur désertique toutes les 30 minutes, simulant des années d'exposition environnementale en un temps record. Des tests de chute à des hauteurs croissantes mesurent la résistance au choc, tandis que des tables vibrantes répliquent le stress mécanique du transport en véhicule blindé sur terrain accidenté. Chaque échec fournit des données qui orientent immédiatement l'affinage de la conception. Les premiers prototypes révèlent des points de concentration de contrainte où l'épaisseur du polymère doit être ajustée. Les cycles thermiques exposent des taux d'expansion différents entre les inserts en acier et la matrice polymère, menant à des géométries d'inserts modifiées pour accompagner le mouvement thermique. Les tests d'impact permettent d'identifier des motifs de texture optimaux, qui améliorent la prise en main sans créer de points de fragilité susceptibles de propager des fissures sous des charges répétées. Le processus de fabrication suit une optimisation parallèle, alors que les ingénieurs de production affinent les paramètres du moulage par injection. Les caractéristiques de flux du polymère dictent l'emplacement des points d'injection et la conception des canaux de refroidissement. Les temps de cycle équilibrent les impératifs de productivité et les exigences de précision dimensionnelle. Les protocoles de contrôle qualité adaptent les méthodes d'inspection traditionnelles aux spécificités du polymère, vérifiant l'absence de retassures, de lignes d'écoulement ou de vides internes qui pourraient compromettre l'intégrité structurelle. Les observateurs militaires autrichiens consignent des données de performance qui contredisent leurs attentes. Les prototypes Glock fonctionnent de manière fiable, après avoir été immergés dans le sable, la boue et l'eau, des conditions qui enraient les modèles conventionnels. Des températures extrêmes qui rendent les équipements à carcasse d'acier inopérants affectent à peine la construction en polymère. Des charges d'impact qui tordent les pontets métalliques laissent les cadres en polymère intacts et parfaitement fonctionnels. Les fabricants concurrents rejettent ces résultats, les jugeant non pertinents par rapport aux conditions réelles, arguant que les tests en laboratoire ne peuvent reproduire les stress complexes d'un usage sur le terrain.
Leurs objections reflètent une inquiétude réelle quant à la durabilité du polymère, mais aussi la pression concurrentielle d'un design qui remet en cause les fondements de l'industrie. Les fabricants traditionnels ont investi massivement dans le forgage de l'acier, l'équipement d'usinage et la main-d'œuvre qualifiée, des investissements que l'approche de production de Glock rend économiquement obsolète. Les essais sur le terrain avec les unités militaires autrichiennes apportent une validation en conditions réelles. Les soldats rapportent une fatigue réduite lors des périodes de port prolongées grâce au gain de poids. Les besoins de maintenance chutent drastiquement. Le mécanisme simplifié nécessite rarement des ajustements et la construction en polymère élimine les risques de corrosion en milieu humide. Plus important encore, les statistiques de fiabilité surpassent celles des équipements en service sur tous les paramètres mesurés. Les données s'accumulent pour former un argument d'ingénierie irréfutable. La construction en polymère offre des caractéristiques de performance supérieures tout en réduisant considérablement les coûts de fabrication. Mais l'acceptation exige de surmonter une résistance psychologique envers des matériaux qui paraissent insuffisamment robustes pour des applications militaires. Le Glock réussit non pas en ressemblant au modèle traditionnel, mais en démontrant que les choix de matériaux classiques servaient la convention plutôt que la nécessité. Le moment décisif ne survient pas lors d'un test spectaculaire, mais par un calcul économique silencieux. Les responsables de l'approvisionnement autrichien analysent les coûts du cycle de vie, qui s'étendent au-delà du prix d'achat initial pour inclure la maintenance, le remplacement et le support logistique sur des décennies de service. Les pistolets à carcasse en acier nécessitent des remises à neuf périodiques pour prévenir la corrosion, le remplacement de composants usés et des outils spécialisés pour l'entretien. Le Glock élimine la plupart de ces exigences tout en offrant des statistiques de fiabilité supérieures. Le passage à l'échelle de la production révèle les implications économiques qui remodèlent la pensée logistique militaire. La fabrication traditionnelle nécessite des machinistes qualifiés, de multiples opérations machines et des inspections qualité poussée pour atteindre des tolérances acceptables. Les carcasses Glock sortent terminées des presses à injecter toutes les 90 secondes, refroidies et éjectées avec une précision dimensionnelle que l'usinage manuel ne peut égaler de manière rentable. Les coûts des matériaux chutent de 60%. Les coûts de main-d'œuvre baissent encore plus radicalement, mais la transformation dépasse la fabrication pour toucher des questions fondamentales sur ce qui constitue la qualité d'un équipement militaire. La culture traditionnelle associe l'excellence au poids, à la complexité et aux composants ajustés à la main, des caractéristiques qui plaisent aux collectionneurs mais n'offrent aucun avantage tactique. L'efficacité sur le terrain exige fiabilité, constance et facilité d'entretien dans des conditions hostiles. La construction en polymère répond à ces besoins tout en éliminant les caractéristiques servant des buts esthétiques plutôt que fonctionnels. L'attention internationale se porte sur l'Autriche, alors que la nouvelle d'une technologie révolutionnaire se propage dans les réseaux d'approvisionnement militaire. Les exigences de standardisation de l'OTAN poussent les nations membres à adopter des équipements compatibles, mais les avantages de performance du Glock transcendent les considérations politiques. Les agences de maintien de l'ordre deviennent des adoptants précoces, séduites par le gain de poids et les protocoles de maintenance simplifiés qui réduisent les coûts de formation et de fonctionnement. La barrière psychologique s'avère plus difficile à franchir que les obstacles techniques. Le personnel exprime son scepticisme face à des objets qui ressemblent à des jouets comparés aux modèles de service à cadre d'acier. Cette résistance reflète des associations culturelles entre la qualité et une masse substantielle, des hypothèses qui persistent malgré les preuves accablantes de la supériorité du polymère dans les performances mesurables. Glock répond à ces inquiétudes non par le marketing, mais par des tests élargis démontrant la durabilité du polymère dans des conditions extrêmes.
Des prototypes fonctionnent normalement après avoir été écrasés par des véhicules, immergés dans des solutions corrosives et soumis à des impacts qui détruiraient des équipements conventionnels. Chaque démonstration érode les préjugés sur l'ingénierie des matériaux, révélant comment les choix traditionnels reflétaient des limitations de fabrication plutôt que des impératifs de performance. La leçon d'ingénierie dépasse la conception d'un objet pour toucher à des questions plus larges sur l'innovation face à la tradition. Les matériaux avancés, combinés à des processus de fabrication optimisés, permettent d'atteindre des améliorations de performance impossibles par l'affinage progressif des approches existantes. Mais l'acceptation nécessite de remettre en question les certitudes qui ont régi des industries entières pendant des générations. Une transformation qui exige le courage d'abandonner des méthodes éprouvées pour des possibilités encore non testées. En l'espace d'une décennie, les carcasses en polymère deviennent la norme pour les équipements de service dans le monde entier, validant l'approche technique de Glock par une adoption généralisée sur les marchés militaires, policiers et civils. Les techniques de fabrication pionnières de Deutsche Wagram influencent les industries automobiles, aérospatiales et médicales, car les ingénieurs reconnaissent que des composants structurels moulés par injection peuvent remplacer des pièces métalliques usinées dans de multiples applications. Ce qui a commencé comme un défi à la tradition armurière devient un cas d'école d'innovation en ingénierie des matériaux. La résistance qui a initialement accueilli la construction en polymère se dissipe à mesure que les données de performance s'accumulent sur des millions de cycles. Les départements de police signalent une réduction des coûts de maintenance et une fiabilité accrue. Les unités sur le terrain apprécient le gain de poids lors des opérations prolongées. Les fabricants de toute l'industrie adoptent la construction en polymère, confirmant l'intuition fondamentale de Glock. Les matériaux avancés peuvent offrir des performances supérieures tout en réduisant drastiquement les coûts de production. Pourtant, l'impact le plus profond réside dans la philosophie de conception elle-même. Le Glock démontre que la remise en question des principes de base peut révéler des opportunités invisibles pour ceux qui ne cherchent qu'à s'améliorer par étapes. Les fabricants traditionnels se concentraient sur le perfectionnement de solutions existantes, un meilleur acier, des tolérances plus fines, des mécanismes plus sophistiqués. Glock a réussi en demandant si les choix de matériaux conventionnels répondaient à une nécessité d'ingénierie ou simplement à une tradition industrielle. Ce changement de paradigme influence la réflexion bien au-delà de la fabrication d'équipements spécialisés. Des ingénieurs de tous les secteurs commencent à se demander si leur choix de matériaux reflète une performance optimisée ou simplement une pratique héritée du passé. Les constructeurs automobiles adoptent des polymères structurels pour des composants traditionnellement en métal. Les applications aérospatiales se tournent vers des matériaux composites offrant des rapports résistance-poids supérieurs. Les dispositifs médicaux utilisent des plastiques avancés offrant une biocompatibilité impossible avec les alternatives métalliques. La plus grande réussite de l'ingénieur autrichien ne réside pas dans la création d'un produit à succès, mais dans la démonstration que l'interrogation systématique des certitudes fondamentales peut révéler des opportunités de transformation. En abordant la conception sans préjugés sur l'apparence, les matériaux ou les méthodes de fabrication, Glock a créé des solutions invisibles pour les experts limités par la tradition de leur secteur. Le test, qui a remodelé toute une industrie, n'était pas un examen unique, mais plutôt la remise en question systématique d'idées qui gouvernaient la conception des pistolets depuis près d'un siècle. La construction en polymère a réussi parce qu'elle répondait à des exigences réelles de performance, plutôt qu'à des préférences esthétiques. L'optimisation de la fabrication a apporté une qualité supérieure grâce à des processus automatisés, éliminant la variabilité humaine. Les mécanismes simplifiés ont renforcé la fiabilité en réduisant les modes de défaillance. Aujourd'hui, les principes initiés à Deutsche Wagram continuent d'influencer la pensée technique dans de multiples disciplines. La leçon transcende toute technologie spécifique.
L'innovation émerge souvent non pas en peaufinant l'existant, mais en se demandant si ces méthodes servent les besoins actuels ou ne font que perpétuer des limitations historiques. En ingénierie comme dans de nombreux domaines, les plus grandes percées viennent de ceux qui osent remettre en cause ce que tout le monde considère comme vrai. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.